Imaginez un instant la Méditerranée du XVIe siècle. Un océan de galères, de voiles gonflés par le vent, et de nations prêtes à s'affronter pour dominer les mers. Une bataille allait tout changer, la bataille de Lépante. Au XVIe siècle, la Méditerranée représentait un espace stratégique d'une importance capitale pour les puissances européennes et ottomanes. Cet espace maritime s'étendait du détroit de Gibraltar jusqu'au rivage du Levant, englobant des routes commerciales essentielles, des ports fortifiés et des centres culturels influents. Le contrôle des mers signifiait la maîtrise des échanges économiques et des mouvements militaires, ce qui conférait un véritable pouvoir politique. L'Empire ottoman, en pleine expansion depuis le XVe siècle, avait consolidé son emprise sur de vastes territoires entourant la Méditerranée orientale. Sa marine s'était développée en une force redoutable, capable de rivaliser avec les flottes européennes. Cette avancée ottomane constituait une menace permanente pour les royaumes chrétiens d'Europe, particulièrement en ce qui concernait le contrôle des routes maritimes et des îles stratégiques. Les royaumes chrétiens de l'époque, parmi lesquels les États pontificaux, la République de Venise, la monarchie espagnole et d'autres acteurs méditerranéens, cherchaient à freiner l'expansion ottomane. Ils formaient ainsi une coalition motivée par des intérêts communs, mêlant enjeux religieux, économiques et géopolitiques. Cette alliance visait à protéger leur territoire et à préserver la liberté de navigation. Le contexte géopolitique méditerranéen se caractérisait également par une forte compétition entre les différentes puissances européennes. La République vénitienne, en particulier, jouait un rôle crucial, contrôlant de nombreux ports et îles dans la mer Adriatique et en Méditerranée orientale. Son réseau commercial étendu attirait la convoitise ottomane, entraînant de fréquents affrontements navals. Au cours de ce siècle, les forces navales étaient composées principalement de galères, des navires rapides et maniables, adaptés à la guerre maritime de l'époque. La maîtrise de ces embarcations exigeait une grande expertise technique et une organisation rigoureuse. Ces galères furent au cœur des batailles décisives qui marquèrent la lutte pour le contrôle de la Méditerranée. Les tensions entre l'Empire ottoman et la coalition chrétienne aboutirent à une série de conflits périodiques. Parmi eux, la bataille de Lépante en 1571 se distingue comme un moment clé de cette confrontation. Elle symbolise la résistance organisée des chrétiens face au poids militaire ottoman, jusqu'alors en pleine ascension. Les motivations de chaque camp étaient multiples. Pour les Ottomans, l'intérêt était non seulement territorial, mais également symbolique. Le contrôle de la Méditerranée garantissait l'accès aux richesses de l'Orient et à de nouvelles routes commerciales. Pour les royaumes chrétiens, la défense de la foi et des libertés maritimes se mêlait étroitement à des considérations économiques. Les enjeux stratégiques de cette période incluait également la préservation des cités portuaires. Portant une attention particulière à des lieux comme Chypre ou Malte, les deux parties cherchaient à maintenir ou renforcer leur influence sur ces points névralgiques. Ces positions servaient aussi de base avancée pour les opérations navales et les campagnes terrestres. Les alliances entre puissances constituèrent un facteur déterminant. Le pape de Rome, conscient du danger ottoman, joua un rôle moteur dans la création d'une Ligue sainte, visant à unir les forces chrétiennes autour d'un objectif commun. Cette coalition rassemblait notamment l'Espagne, Venise et les États pontificaux, malgré leurs intérêts parfois divergents. Ce réseau diplomatique complexe reflétait la nécessité pour ces États de dépasser leur rivalité interne face à un adversaire commun. Leur coordination permit de concentrer des ressources importantes en hommes et en matériel naval, pour affirmer une présence plus forte en Méditerranée et tenter de contrecarrer les ambitions ottomanes. Les stratégies militaires étaient adaptées à la nature des combats en mer. À cette époque, la guerre navale reposait souvent sur des rames, visant à approcher l'ennemi, pouvoir utiliser l'armement de bord et des archers, ou encore lancer des abordages. Le rôle des galères se révélait crucial lors des affrontements, demandant discipline et coordination. La bataille de Lépante constitua un tournant décisif. Elle opposa une armada soutenue par la Sainte Ligue
à une flotte ottomane imposante. Ce combat, qui se déroula dans le golfe de Patra, dans la mer Ionienne, dura plusieurs heures et impliqua une confrontation intense entre les marins des deux camps. Bien que le contexte de cette bataille relève de longs développements politiques, militaires et économiques, il est essentiel de comprendre que cette victoire permit de stopper temporairement la progression ottomane. Elle marqua symboliquement la maîtrise renouvelée des chrétiens sur certaines parties de la Méditerranée. Le résultat de cette confrontation eut des répercussions durables. La suprématie navale chrétienne permit de sécuriser des routes maritimes, d'éviter des incursions directes sur les côtes européennes et de favoriser un environnement propice aux échanges commerciaux. C'est aussi une étape qui influença les équilibres en Méditerranée pour les décennies suivantes. En somme, la Méditerranée du XVIe siècle était le théâtre d'une lutte acharnée pour le contrôle des espaces maritimes entre deux civilisations aux visions divergentes, animées par des intérêts stratégiques, religieux et économiques. La bataille de Lépante se situe au cœur de ce contexte complexe et chargé d'enjeux multiples. Les événements de cette époque, bien qu'ancrés dans une réalité militaire, s'inscrivent également dans une longue tradition historique qui voit la Méditerranée comme un carrefour de cultures, d'échanges et de confrontations. Cette dualité marque profondément l'évolution politique et sociale de la région. Enfin, il importe de souligner que la réalité de la Méditerranée au XVIe siècle dépassait souvent les simples notions de guerre. Cette mer était aussi un espace de commerce florissant, de contacts culturels et de transmission scientifique. Ces éléments contribuèrent à façonner les dynamiques de pouvoir et les relations entre les peuples. Le soulèvement de certains territoires ottomans, les difficultés économiques rencontrées par l'Empire et les réactions européennes participèrent aussi à dessiner la géopolitique de l'époque. La bataille de Lépante s'inscrit donc dans un cadre plus large et complexe, reflet de tensions anciennes et renouvelées. Il convient aussi de rappeler que certains mythes et représentations idéologiques accompagnèrent la mémoire de la bataille. La victoire fut perçue comme une victoire de la civilisation chrétienne, mais cette vision ne doit pas occulter la complexité des échanges et des influences entre les deux rives de la Méditerranée. Ainsi, la compréhension de ces faits historiques demande une approche nuancée, tenant compte des différents points de vue, des enjeux variés et des contextes locaux. Cette approche permet de saisir les véritables dimensions du conflit et d'apprécier sa place dans l'histoire méditerranéenne. Ce panorama géopolitique met en lumière l'interdépendance des acteurs et l'importance accordée à la maîtrise de la mer comme condition de survie et de puissance. La Méditerranée ne se résume pas à un simple champ de bataille, mais représente un espace d'interaction constante entre des civilisations au destin lié. C'est dans cette perspective que la bataille de Lépante apparaît comme l'aboutissement momentané d'un processus historique plus large, préparé par des décennies d'expansion, de conflits et de négociations. Elle symbolise un arrêt dans une dynamique, ouvrant la voie à de nouveaux équilibres. Au-delà de l'aspect purement militaire, elle rappelle combien le contrôle des mers pouvait influencer les relations internationales, la sécurité des États et l'avenir des populations riveraines. Cette lecture permet d'appréhender l'importance de la Méditerranée dans l'histoire globale dès cette époque. Le récit historique doit donc replacer cet épisode dans la continuité, montrant comment il s'inscrit dans une série d'événements marquants qui modifièrent durablement la configuration politique et maritime de la région. La méditation sur ces faits enrichit la compréhension du passé et éclaire le présent. La richesse du contexte explique également pourquoi cette bataille est étudiée avec tant d'attention. Elle mêle des aspects militaires, politiques, religieux et culturels, offrant un exemple fondamental des tensions entre Occident et Orient à l'époque moderne. Cette analyse nourrit la réflexion sur la nature des conflits, les mécanismes d'alliance et les stratégies mises en œuvre pour préserver des territoires et des intérêts face à une expansion perçue comme menaçante. Elle contribue à une meilleure connaissance des processus historiques. Enfin, cette période montre que les rivalités en Méditerranée sont durables et souvent cycliques, liées aux enjeux maritimes, mais aussi aux mouvements de population,
aux échanges commerciaux et aux identités culturelles qui se sont construites autour de cette mer. À présent, ce cadre posé, il sera possible d'examiner plus précisément le déroulement de la bataille de Lépante, son impact immédiat et ses répercussions plus larges, en tenant compte des acteurs, des stratégies employées et des conséquences pour les différentes puissances impliquées, les forces en présence et leurs alliances. La bataille de Lépante en 1571 constitue un moment crucial dans l'histoire maritime de la Méditerranée, marqué par l'affrontement décisif entre la flotte ottomane et une coalition chrétienne appelée la Sainte Ligue. Cette alliance hétéroclite réunissait plusieurs puissances européennes dont les intérêts convergeaient vers la même fin, stopper l'expansion ottomane sur les mers. Chacune de ces puissances apportait à la coalition son savoir-faire naval, ses ressources humaines et matérielles, ainsi que ses motivations politiques distinctes. Le Saint-Siège, sous l'égide du pape Pie V, occupait une place centrale dans la formation de cette alliance. Soucieux de défendre la chrétienté face à la menace islamique, le pontife œuvrait à rassembler les États qui reconnaissaient l'autorité papale. La papauté mettait ainsi à disposition ses galères, ainsi que des capitaines expérimentés. Ses motivations dépassaient le simple territoire, puisque le prestige religieux et la stabilité du monde chrétien étaient en jeu face à la montée en puissance des Ottomans. Le royaume d'Espagne, sous la couronne de Philippe II, représentait la puissance la plus importante en termes de flotte et de soldats. Sa mobilisation était un facteur décisif dans le succès de la coalition. L'Espagne poursuivait ses ambitions territoriales et politiques, cherchant à affirmer sa domination sur la Méditerranée occidentale. Sa supériorité navale, combinée à une organisation rigoureuse, lui permettait de déployer des forces considérables en mer, notamment autour de galères lourdes, bien équipées et bien entraînées. La République de Venise, encore souveraine et maîtresse d'un empire maritime depuis plusieurs siècles, jouait un rôle fondamental. Sa flotte bien entraînée et ses connaissances en navigation étaient un atout stratégique pour la coalition. Venise était profondément concernée par les routes commerciales menacées par l'expansion ottomane, notamment vers l'Orient, d'où provenaient épices et produits de luxe. La République invitait donc non seulement à une défense militaire, mais aussi à la préservation de ses intérêts économiques vitaux. La République de Gênes, bien que plus modeste en taille, participait également à cette union maritime, apportant son expérience de la guerre navale et des corsaires. Sa flotte, composée de vaisseaux rapides et maniables, jouait un rôle tactique dans les combats. Gênes avait un intérêt direct à contenir l'expansion turque pour protéger ses comptoirs et ses routes commerciales en Méditerranée. D'autres États et seigneuries italiennes complétaient la Sainte Ligue, y compris des navires venus de Sardaigne et de Malte. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, basé à Malte, incarnait un bastion militaire chrétien reconnu pour sa combativité et sa connaissance accrue des stratégies en mer face aux Ottomans. Ces petits États fournissaient un contingent bien discipliné, souvent composé de soldats particulièrement entraînés au combat naval rapproché. La flotte ottomane, dirigée par Ali Pacha, se présentait comme une force redoutable, forte d'une tradition maritime imposante et d'une expérience acquise lors de multiples campagnes en Méditerranée. L'Empire ottoman contrôlait un vaste territoire et disposait d'une armée de mer nombreuse structurée autour de galères puissantes, redoutées pour leur puissance de feu et leur capacité à engager les combats au corps à corps. Leur objectif était clair: préserver leur suprématie maritime et étendre leur influence vers l'ouest, ouvrant la voie à la conquête potentielle de territoires stratégiques. L'organisation militaire ottomane reflétait une hiérarchie rigoureuse, mêlant commandants issus de l'élite turque et marins professionnels. Leur flotte était en partie appuyée par des alliés régionaux, notamment des corsaires barbaresques dont les navires rapides et mobiles venaient compléter la puissance des galères ottomanes. Ces corsaires jouaient un rôle double, tant militaire qu'économique, en harcelant les côtes ennemies et en assurant la domination sur des zones maritimes clés. Sur le plan stratégique, la confrontation entre la Sainte Ligue et l'Empire ottoman lors de cette bataille
signifiait plus qu'un simple choc naval. Elle opposait deux visions du monde et deux ambitions impériales. La coalition visait à restaurer un équilibre des forces jugées menacées, tandis que les Ottomans cherchaient à renforcer leur présence en Méditerranée, consolidant ainsi leur position sur le plan politique et économique. Chacune des puissances engagées dans ce conflit apportait des ressources variées, mêlant galères rapides capables d'aborder et de capturer les navires adverses, à des unités plus lourdes destinées à des affrontements frontaux. L'expérience tactique fondée sur des siècles de tradition navale pour toutes ces entités joua un rôle déterminant dans la préparation à la bataille. La coordination entre ces différentes forces contraignait néanmoins à des compromis, la diversité des intérêts et des habitudes militaires rendant complexe la mise en commun efficiente des ressources. Le contexte politique européen à cette époque était profondément influencé par la nécessité d'une coopération face à une menace commune. Les rivalités traditionnelles entre États subsistaient, mais étaient ici momentanément mises de côté au profit d'un objectif stratégique partagé. Cette entente, bien que fragile, démontrait la capacité des États chrétiens à s'unir pour défendre l'essentiel de leurs intérêts en Méditerranée. Dans la perspective des deux camps, la bataille de Lépante représentait un moment de vérité. La victoire pour la Sainte Ligue pouvait signifier la sauvegarde de routes commerciales, la protection des côtes européennes ainsi qu'un coup d'arrêt à l'expansion ottomane. C'était d'ailleurs la première fois en plusieurs décennies qu'une flotte chrétienne réunie dans cet esprit se présentait face aux forces turques dans une telle configuration. Pour les Ottomans, cette bataille était une occasion de maintenir leur domination, confirmant leur statut de puissance navale incontournable. Le choix du lieu de la bataille, dans le golfe de Patras, s'inscrivait dans une logique stratégique dictée par la géographie et la possibilité d'engager un combat décisif dans une zone favorable. La préparation minutieuse des deux flottes témoignait des enjeux majeurs posés par cet affrontement, chaque équipage étant conscient de l'enjeu existentiel qui pesait sur cette confrontation. Ainsi, cette lutte navale n'était pas simplement une opération militaire, mais un véritable tournant dans l'histoire du contrôle maritime en Méditerranée. La répartition des forces, leur organisation et leur motivation expliquent en grande partie l'ampleur des conséquences qui allaient découler de cette bataille. C'est dans cette convergence d'intérêts et de capacités que le destin de la région se jouait, annonçant un nouveau chapitre dans la domination des mers. Cette analyse détaillée des puissances engagées prépare à comprendre les dynamiques qui allaient se déployer pendant le combat et les stratégies qui marquèrent cette victoire historique. C'est à travers ces éléments que les événements à venir prennent toutes leurs dimensions, renforçant la compréhension des tenants et aboutissants de la bataille de Lépante. Les préparatifs pour la bataille. Les armateurs et les autorités mobilisèrent des milliers d'hommes afin de constituer une flotte de galères capable d'affronter la marine turque réputée pour sa puissance. Ces navires, propulsés par des rameurs, étaient conçus pour la rapidité et la manœuvrabilité en combat rapproché. La construction et la réparation des galères furent intensifiées tout au long de plusieurs mois, dans le but de parvenir à un nombre suffisant de vaisseaux prêts à appareiller. Ces préparatifs ne se limitaient pas aux aspects matériels, car une formation rigoureuse des équipages était essentielle pour garantir la cohésion lors des affrontements. Il fut également indispensable d'élaborer des stratégies militaires adaptées à la nature des combats navals de l'époque. Les commandants alliés devaient en prendre en compte non seulement la puissance de feu des galères, mais aussi les manœuvres tactiques qui permettraient de déjouer les formations turques. Des cartes maritimes furent étudiées en détail, et de nombreux briefings eurent lieu afin de définir la disposition optimale des bateaux durant la bataille. Le partage d'informations entre les différentes entités constituant la coalition fut complexe mais primordial pour éviter les maladresses. Parmi les enjeux majeurs se trouvait l'unité de commandement. Contrairement à une flotte homogène, celle rassemblée par la Sainte Ligue comprenait des contingents ayant des traditions navales distinctes et des objectifs nationaux spécifiques. Chacun devait être dirigé vers un effort commun et synchronisé, ce qui imposa l'adoption de règles claires pour la transmission des ordres lors du combat. Giovanni Andrea Doria,
un amiral vénitien expérimenté, et Juan de Austria, commandant de la flotte espagnole, travaillèrent de concert pour renforcer cette coordination. Outre la logistique des navires et des hommes, les approvisionnements en vivres et munitions furent un défi considérable. Il fallait garantir la disponibilité de vivres suffisants pour plusieurs semaines en mer, ainsi que de la poudre à canon, des boulets et des armes blanches. Le ravitaillement fut organisé à partir des ports où les galères faisaient escale avant la confrontation, notamment à Messine et dans la baie de Naples. La gestion des ressources devait être précise, afin d'éviter tout affaiblissement des forces pendant l'engagement. Les services de renseignement jouèrent un rôle non négligeable dans l'anticipation des mouvements ottomans. Des espions, des commerçants et des diplomates en contact avec l'Empire ottoman cherchèrent à recueillir des informations sur la composition, la localisation et l'intention des flottes ennemies. Les rapports obtenus furent analysés attentivement afin d'adapter les plans de bataille aux forces et aux faiblesses des adversaires. La connaissance du terrain marin et des habitudes tactiques ottomanes permit aux Alliés de mieux préparer leur réponse. Dans le cadre de ces préparatifs, un soin tout particulier fut apporté à l'intégration des diverses forces combinées. Les Espagnols, les Vénitiens, les Maltais et les Papalins apportèrent non seulement leurs bâtiments, mais aussi leurs traditions de combat, ce qui créa un mélange complexe à harmoniser. La communication entre les équipages fut facilitée par des officiers multilingues chargés d'assurer la transmission efficace des ordres. Cette convergence d'expérience fut une condition nécessaire pour la réussite de la manœuvre. L'importance symbolique de cette opération fut aussi manifeste avant même le combat. La Sainte Ligue, instituée par le pape Grégoire XIII, voulait signifier une union des nations chrétiennes pour stopper l'avance ottomane en Méditerranée. La dimension religieuse ajoutait une motivation supplémentaire aux forces engagées. Des cérémonies furent organisées pour bénir les navires et les marins, renforçant le sentiment de devoir envers une cause partagée au-delà des frontières politiques. Au-delà des aspects militaires, la bataille s'inscrivait dans un contexte géopolitique particulier. L'Empire ottoman avait dominé la mer Méditerranée orientale pendant plusieurs décennies, contrôlant des routes commerciales clés. Les menaces sur les rivages européens et sur les échanges maritimes incitèrent les puissances chrétiennes à agir de manière concertée, malgré leur rivalité antérieure. La préparation de la flotte se fit donc dans l'urgence, mais aussi dans la conscience d'une nécessité stratégique vitale. Enfin, chaque galère fut dotée d'armements adaptés aux conditions d'une bataille navale directe. Les canons étaient positionnés de manière à maximiser leur efficacité lors des approches et des abordages. Des escouades spécialisées dans le combat à l'arme blanche furent organisées pour prendre le contrôle des bateaux ennemis une fois les distances réduites. Cette préparation concrète du corps à corps traduisait la nature souvent brutale des affrontements en mer à cette époque. Ces mois de préparation, bien que marqués par les tensions inhérentes à une telle entreprise, forgèrent un sentiment de détermination parmi les participants. La coordination des flottes rassemblées, l'optimisation des ressources et la mise au point des stratégies constituèrent les fondations sur lesquelles reposerait la confrontation décisive. La scène était prête pour un affrontement qui allait marquer un tournant majeur dans l'histoire maritime. Ainsi, les forces combinées prirent la mer, leurs commandes coordonnées et leurs esprits préparés à l'épreuve à venir. La victoire espérée devait autant aux efforts méticuleux d'organisation qu'à la bravoure des marins. Ce contexte posé, il est possible désormais d'aborder le déroulement de la bataille elle-même, où ces multiples éléments allaient s'exprimer pleinement dans la confrontation finale. Le déroulement de la bataille de Lépante. Le 25 octobre 1571, une bataille navale décisive se déroula dans le golfe de Patra, près de la ville de Lépante, opposant la flotte ottomane à une coalition chrétienne composée principalement de forces espagnoles, vénitiennes et papales. Cet affrontement fut le résultat de tensions croissantes liées à la domination ottomane en Méditerranée, où leur puissance maritime menaçait les intérêts européens depuis plusieurs décennies. L'importance stratégique de cette bataille
résida dans la volonté de la Sainte Ligue, formée par le pape Pie V, d'endiguer l'expansion ottomane qui compromettait la sécurité des côtes et des routes commerciales. Les forces chrétiennes réunirent une flotte de plus de 250 galères, commandée par Don Juan d'Autriche, demi-frère du roi Philippe II d'Espagne. Cette armada rassemblait des marins et des soldats de diverses nations, combinant des ressources humaines et matérielles considérables. De leur côté, les Ottomans alignèrent une flotte à peu près équivalente en nombre, dirigée par le grand amiral Ali Pacha. Les deux forces se faisaient face avec une détermination évidente, conscientes que l'issue de cette bataille influerait sur le contrôle des mers méditerranéennes. La bataille commença par des manœuvres de reconnaissance et d'approche, chaque camp cherchant à prendre l'avantage tactique. Les galères, équipées principalement de rames et de voiles, se déplaçaient avec prudence pour limiter les risques et exploiter au mieux leur formation. Les commandants veillaient à maintenir une ligne de bataille cohérente afin d'éviter d'être pris en tenaille. La coordination entre les différentes composantes de la coalition chrétienne prit du temps, compte tenu des divers intérêts et méthodes de combat propres à chaque nation représentée. Lorsque les forces se rapprochèrent suffisamment, l'échange de tirs d'artillerie débuta, bien que les canons de l'époque aient une portée limitée et une précision relative. C'est surtout la charge des équipages armés qui décida des combats, avec des soldats embarqués prêts à envahir les galères ennemies. Le combat rapproché caractérisa donc le déroulement de l'affrontement, chaque camp tentant de prendre le dessus en abordant les navires adverses. Cette phase critique mit à l'épreuve la discipline et le courage des troupes engagées, tandis que les capitaines devaient manœuvrer habilement pour exploiter les faiblesses de l'adversaire. L'une des particularités fut la présence significative de soldats d'infanterie, les fameux fantassins de marine, embarqués spécialement pour le combat à bord des navires. Leur rôle était de sécuriser les ponts et de mener les assauts vers les navires ennemis. Cette tactique, combinée à un usage accru de l'artillerie, faisait partie des évolutions militaires qui marquaient la fin de la domination ottomane. Les pertes humaines furent lourdes, reflétant l'intensité de cette confrontation qui dura tout au long de la journée. Les conditions météorologiques clémentes ce jour-là contribuèrent à la clarté des mouvements des deux flottes. Au fur et à mesure que la bataille avançait, la supériorité tactique européenne se dessina progressivement. L'agencement plus rigoureux des galères chrétiennes, ainsi que la meilleure coopération entre les commandements, permirent de contenir les assauts ottomans. Les forces chrétiennes profitèrent également d'une plus grande expérience dans ce type d'engagement naval, hérité des nombreuses confrontations précédentes. La capture de plusieurs galères ottomanes marqua un tournant, affaiblissant la capacité offensive des assiégeants. Ces succès partiels renforcèrent le moral des troupes chrétiennes, même si l'issue n'était pas encore assurée. Le dimanche soir, à la tombée du jour, la flotte ottomane connaissait une défaite manifeste. Plus de 30 galères furent perdues et de nombreux marins et soldats capturés ou tués. La coalition chrétienne afficha un bilan moins lourd, bien que les victimes furent nombreuses des deux côtés, ce qui témoigna de la violence des combats. L'importance de cette bataille dépasse le simple cadre militaire, car elle marqua le commencement d'un recul durable de la puissance navale ottomane en Méditerranée occidentale. Ce revers freina durablement l'expansion de l'Empire ottoman sur ces eaux cruciales. Il est également intéressant de noter que la bataille de Lépante fit l'objet de nombreuses interprétations à travers l'histoire. Elle fut souvent présentée comme une victoire divine ou une lutte entre civilisations, notamment au sein de la propagande de l'époque. Ces récits contribuaient à renforcer l'image héroïque des combattants chrétiens et à justifier la coopération entre différentes nations souvent rivales par ailleurs. Par ailleurs, le mythe populaire autour de cette bataille reste présent dans les traditions locales, y compris sous la forme de chants et de commémorations. Sur le plan technique, cette bataille illustre l'évolution des tactiques navales à la fin du XVIe siècle. L'emploi simultané de la rame et de la voile, la combinaison de l'artillerie embarquée avec l'infanterie de marine et les manœuvres coordonnées à grande échelle
témoignent d'une sophistication croissante dans la guerre maritime. Cela préfigure en quelque sorte les conflits maritimes ultérieurs, où l'importance de la coopération et de la préparation serait encore plus décisive. La complexité logistique de la coalition chrétienne, regroupant forces et ressources diverses, témoigne aussi des capacités organisationnelles nécessaires à de telles opérations. En synthèse, la bataille de Lépante apparaît comme un moment charnière dans l'histoire navale méditerranéenne. Elle signala la fin relative de la suprématie ottomane sur la mer, ouvrant la voie à une réorganisation des forces européennes. Cette victoire n'effaça pas immédiatement les dangers liés à l'Empire ottoman, mais elle modifia profondément l'équilibre des pouvoirs en favorisant une période de prédominance chrétienne. Ainsi s'esquissa un nouvel état des relations internationales dans cette région, fondé sur des bases militaires et politiques renouvelées. Ce récit offre un aperçu continu et précis de l'évolution du combat naval lors de cette journée décisive. Il met en lumière les événements, les tactiques et les résultats majeurs sans dramatiser, permettant ainsi de comprendre les mécanismes de cette victoire et ses implications durables. Le déroulement de la bataille offre une illustration claire des enjeux historiques, stratégiques et humains qui ont façonné le cours de la Méditerranée. Ce contexte prépare naturellement à examiner plus en détail les conséquences immédiates et les réactions des différentes parties impliquées dans le conflit, sujet abordé au chapitre suivant. Les conséquences immédiates de la victoire chrétienne. L'affrontement causa la destruction d'environ 120 galères ottomanes, un nombre exceptionnellement élevé pour une seule bataille navale au XVIe siècle. Cette perte équivalait à une part importante de leur flotte opérationnelle et affaiblit sérieusement leur puissance maritime. En parallèle, la coalition chrétienne estima perdre autour de 60 galères, mais ces pertes, bien que douloureuses, furent compensées par la préservation générale de leurs forces navales. Le bilan humain fut lourd des deux côtés. Plusieurs milliers de marins trouvèrent en la mort, révélant la violence et la brutalité inhérentes à ce type de combat. L'épaisseur des pertes matérielles et humaines limita durablement les capacités offensives ottomanes, surtout en ce qui concerne la navigation et le contrôle des routes commerciales stratégiques reliant l'Orient à l'Europe. La Méditerranée, jusqu'alors largement sous l'influence ottomane, vit s'effriter cette suprématie au profit d'une coalition européenne renforcée, déterminée à protéger ses intérêts et à contenir l'expansion islamique. Ce tournant majeur marqua la fin d'une époque où l'Empire ottoman tenait en main la quasi-totalité des mers méditerranéennes. La bataille de Lépante eut aussi une portée symbolique profonde, exaltant le sentiment d'union entre les forces chrétiennes. Pour la papauté comme pour l'Espagne et Venise, ce succès représentait un message politique fort, renforçant l'idée d'une résistance possible face à l'avancée ottomane. La victoire fut célébrée dans diverses capitales d'Europe comme une libération temporaire des menaces qui planaient sur le continent. Ce contexte contribua à consolider des alliances politiques et militaires préexistantes, modifiant ainsi le jeu diplomatique en Méditerranée. Cependant, malgré la défaite cuisante, l'Empire ottoman ne disparut pas pour autant de la scène méditerranéenne. Le sultan continuait à bénéficier de ressources considérables et de territoires étendus, mais son prestige naval fut durablement entamé. Les réformes et reconstitutions de flottes postérieures furent longues et coûteuses, ce qui signala une phase de relative prudence dans l'expansion maritime ottomane. L'attention institutionnelle se tourna alors davantage vers la consolidation territoriale terrestre, tandis que les Européens prenaient l'initiative sur la mer. En ce qui concerne les pertes humaines, plusieurs milliers de soldats et marins périrent ou furent faits prisonniers. Ce chiffre élevé de décès généra un traumatisme dans les sociétés concernées, mais il fit également apparaître les limites de la guerre navale traditionnelle du XVIe siècle. La nature de la bataille, caractérisée par des affrontements rapprochés, n'épargna personne, illustrant la brutalité d'un combat où la supériorité numérique ou technologique pouvait vite s'avérer insuffisante. La mémoire de ces événements fut conservée dans des récits, des gravures et des œuvres d'art, attestant de l'importance historique de la lutte. Sur le plan matériel,
Les pertes navales incluaient non seulement des galères, mais aussi des équipements, des armes et des provisions, affaiblissant la logistique ottomane. La récupération de ces moyens fut compliquée par le contexte géopolitique et les contraintes économiques de l'Empire. Dans les années qui suivirent, l'essor des grandes puissances navales européennes entraîna une redéfinition progressive des rapports de force qui, combinée à des avancées technologiques, participa à la marginalisation ultérieure des flottes ottomanes. En revanche, la victoire chrétienne assura temporairement un contrôle accru sur des zones stratégiques telles que le littoral italien, la mer Égée et certaines îles clés. Cette présence accrue permit notamment de sécuriser les routes commerciales, contribuant à un développement économique régional et à une meilleure protection des échanges entre les États européens. Le bouleversement du contrôle maritime eut aussi des conséquences sur les relations diplomatiques, avec une attention accrue portée aux équilibres entre chrétiens et musulmans dans cette confrontation de longue durée. L'importance de la bataille de Lépante ne réside pas uniquement dans la victoire militaire, mais aussi dans son inscription dans une dynamique historique plus large. Elle marque un moment où les forces européennes purent démontrer leur capacité à coopérer contre un adversaire commun. Cette capacité à coordonner les efforts, malgré des intérêts parfois divergents, fut un préalable à d'autres coalitions ultérieures. Dans une période dominée par les rivalités et les conflits, cette union temporaire reste un exemple d'organisation stratégique. Les enseignements tirés de cette bataille influencèrent par ailleurs les tactiques navales des décennies suivantes. La confrontation à Lépante mit en lumière l'importance de la puissance de feu, de la manœuvrabilité des navires et de la coordination des équipages. Ces réalités conduisirent à une évolution progressive des flottes européennes, qui s'adaptèrent en augmentant la taille et l'armement de leurs navires, préparant ainsi les conditions des futures confrontations maritimes. Les Ottomans durent à leur tour revoir certaines pratiques pour tenter de compenser leurs pertes. Il faut également souligner l'impact psychologique que la victoire exerça sur les populations des pays chrétiens. Elle renforça un sentiment d'optimisme, parfois même d'euphorie modérée, sur la capacité à contenir l'avancée ottomane. Cette impression contribua à légitimer certaines politiques militaires et religieuses, nourrissant l'idée d'une défense de la foi chrétienne sur les mers. Néanmoins, la fin de l'hégémonie ottomane ne signifiait pas un recul définitif, mais plutôt une redéfinition des équilibres, toujours fragiles et mouvantes. Le rôle des figures clés, telles que Don Juan d'Autriche, fut essentiel dans le déroulement et l'issue de la bataille. En tant que commandant suprême de la coalition, il prit des décisions stratégiques importantes, organisant les forces avec une certaine rigueur. Sa gestion humaine et militaire permit de maintenir la cohésion des différentes flottes, composées d'éléments divers. Son action fut largement reconnue comme un facteur déterminant dans la réussite de la coalition, marquant une étape notable dans sa carrière et dans l'histoire militaire européenne. Enfin, cet événement historique doit être vu comme un paramètre fondamental dans l'évolution géopolitique de la Méditerranée. Il préfigura les transformations des rapports de puissance qui allaient s'accélérer avec le temps et influencer les relations entre l'Europe, l'Empire ottoman et le reste du monde. La bataille de Lépante ouvre ainsi une période marquée par un nouvel équilibre naval, dans lequel les empires chrétiens purent affirmer leur présence en mer, tout en contraignant les ambitions ottomanes. Ce faisant, elle annonce la naissance d'un nouvel ordre maritime. Cette victoire, bien que tempérée par les pertes et les conséquences, reste un moment emblématique du XVIe siècle. Elle illustre la complexité des enjeux militaires, politiques et culturels qui traversent en cette époque. En dépassant le simple cadre d'un affrontement naval, elle offre une perspective sur les mécanismes de pouvoir, d'alliance et de conflits à l'œuvre dans le bassin méditerranéen. Une fois les suites immédiates intégrées, l'attention se porte désormais sur les développements ultérieurs, les stratégies renouvelées et les tensions qui continueront d'animer cette région stratégique. Impact politique et diplomatique à long terme. L'issue de la bataille de Lépante, livrée un jour de l'année 1571,
représente un tournant majeur dans l'histoire des rapports internationaux en Méditerranée. Cette victoire des forces chrétiennes contre la flotte ottomane a provoqué une réorganisation profonde des équilibres de pouvoir. L'ampleur des alliances mises en place à cette époque témoigne d'une prise de conscience collective sur la nécessité de conjurer la menace ottomane grandissante. Les coalitions formées, souvent composées de plusieurs puissances européennes, ont trouvé dans cette confrontation une raison d'unir leurs efforts militaires et diplomatiques. Parmi les conséquences immédiates, on observe un renforcement notable de la coopération entre les États chrétiens. Cette entente s'est manifestée par la création d'organismes et de pactes destinés à garantir une défense temporaire, mais aussi à envisager une offensive commune contre les territoires ottomans. La bataille de Lépante a ainsi intensifié les échanges diplomatiques et encouragé la création de réseaux plus solides entre les monarques et leurs conseillers. Cela a favorisé une montée en puissance du discours anti-ottoman au sein des cours européennes. Du côté de l'Empire ottoman, la défaite a engendré une réflexion stratégique profonde. Les pertes navales considérables ont en effet limité leur capacité à projeter la puissance sur les mers. Cette restriction a modifié leurs priorités, tant sur le plan militaire que politique, conduisant à une réorganisation des ressources impériales. Cette nécessaire adaptation a contribué à une forme de repli partiel dans certaines zones de la Méditerranée, même si les Ottomans ont conservé leur influence sur des territoires terrestres importants. En analysant plus largement les répercussions diplomatiques, il convient de noter un élargissement progressif des alliances. Lépante a offert un motif de rapprochement entre des États parfois rivaux. La menace commune a surmonté des différends ancestraux entre certaines puissances. Ces nouvelles coalitions ont associé des royaumes, des républiques et des principautés variées sur la base d'intérêts convergents liés à la sécurité maritime. Cet effort collectif a influencé durablement la stratégie méditerranéenne des nations concernées. Les résultats politiques de la bataille ont impacté également la diplomatie au-delà de la sphère méditerranéenne. Des acteurs éloignés des affrontements directs ont observé avec attention la démonstration de force des coalitions chrétiennes. Ce contexte a favorisé un repositionnement des alliances diplomatiques à l'échelle européenne. Par ce biais, Lépante s'inscrit comme un jalon essentiel dans le cadre de la lutte pour la domination continentale et maritime, affectant la politique des grandes puissances pendant plusieurs décennies. Sur le plan intérieur, plusieurs États de la coalition ont tiré parti de cette victoire pour renforcer leur légitimité auprès de leur population. La victoire a été mise en avant comme un argument politique de premier ordre, consolidant le soutien populaire autour de souverains ou institutions souvent fragiles. De plus, cette réussite militaire a directement alimenté un imaginaire collectif, propice à la construction d'une identité tournée vers la défense du patrimoine culturel et religieux face à une puissance étrangère perçue comme menaçante. La bataille de Lépante a aussi contribué à modifier la perception de la puissance navale dans la stratégie militaire des États européens. Elle a démontré que le contrôle des mers pouvait être un facteur décisif pour la survie et la prospérité des nations. Dès lors, les innovations en matière de construction navale et les investissements dans les forces maritimes ont pris une importance croissante. Cette évolution stratégique s'est traduite par une influence prolongée sur les développements militaires et commerciaux dans les décennies suivantes. Il est important de souligner que cette réorganisation des rapports de force ne s'est pas faite sans tension. Les coalitions chrétiennes, bien qu'efficaces à Lépante, n'étaient pas exemptes de divergences internes. Les intérêts nationaux et les ambitions politiques pouvaient parfois freiner la cohésion nécessaire à une stratégie durable contre l'Empire ottoman. De ce fait, la bataille a révélé à la fois les potentialités et les limites d'une action collective face à un adversaire puissant, tout en soulignant la complexité des relations internationales de l'époque. Enfin, les effets diplomatiques de cette victoire ont eu un impact sur les négociations futures entre l'Empire ottoman et les puissances européennes. Malgré la défaite, les Ottomans ont continué à jouer un rôle majeur sur la scène méditerranéenne. Les deux camps ont dû régulièrement composer par le biais de traités, d'échanges commerciaux ou d'accords ponctuels.
Cette dynamique a contribué à établir un équilibre fragile, marqué par des périodes de paix relative alternant avec des épisodes de conflit, reflétant ainsi la complexité des rapports humains et politiques transcendant les simples dimensions militaires. La période qui suit la bataille de Lépante offre ainsi un terrain d'étude riche pour comprendre comment un événement militaire peut modifier de manière profonde et durable les relations entre États. L'ampleur de la coopération chrétienne, les réactions ottomanes et les transformations diplomatiques participent à une nouvelle configuration du paysage géopolitique de la Méditerranée. Cette période d'ajustement annonce déjà les évolutions à venir qui seront examinées dans le chapitre suivant. Influence militaire et technologique. La bataille de Lépante, survenue en 1561, a marqué un tournant essentiel dans l'histoire maritime, non seulement en raison de son impact politique immédiat, mais également grâce aux évolutions techniques et militaires qu'elle a suscitées. Ce combat naval, opposant la puissante flotte ottomane à la coalition chrétienne formée entre autres par la Sainte Ligue, a accéléré des changements significatifs dans la construction navale et dans les tactiques employées en mer. Avant cet affrontement, les galères dominaient le paysage maritime méditerranéen. Ces embarcations longues, étroites, propulsées par des rameurs, étaient conçues principalement pour la vitesse et la manœuvrabilité. Toutefois, la bataille de Lépante a révélé certaines limites de ces navires face à des flottes mieux coordonnées et équipées. Cet événement a ainsi encouragé une réévaluation des techniques de construction, incitant à intégrer davantage d'éléments militaires robustes, tels que des ponts d'artillerie renforcés et un armement plus diversifié. Sur le plan tactique, la victoire de la coalition chrétienne s'est appuyée sur une organisation méticuleuse et une mise en commun efficace des ressources navales. Les commandants alliés ont su tirer parti des faiblesses des Ottomans, notamment leur dépendance excessive à la force brute et à la rapidité des galères. L'expérimentation de formations plus disciplinées et la coordination simultanée d'unités différentes ont inauguré un nouveau mode d'engagement qui allait influencer durablement l'art de la guerre maritime. De plus, la confrontation a mis en lumière l'importance croissante de l'artillerie embarquée. Les canons, auparavant accessoires, ont pris une place stratégique importante, nécessitant des modifications dans la structure des navires pour supporter leur poids et leurs vibrations. Ce changement a conduit à l'innovation dans l'architecture des vaisseaux, favorisant une meilleure stabilité ainsi qu'une capacité accrue à encaisser les chocs et les tirs ennemis. Les nations européennes engagées dans ce combat maritime ont donc vu un double intérêt, sécuriser leurs routes commerciales tout en modernisant leur flotte navale. Lépante a permis d'établir un précédent dans la construction navale, où la sécurité, la puissance de feu et la polyvalence prenaient le pas sur la simple rapidité. Par ailleurs, la victoire a favorisé l'émergence d'une doctrine navale cohérente, adaptée aux nouveaux enjeux géopolitiques de la Méditerranée. Les innovations résultant de la bataille ont également conduit à un accroissement de la spécialisation des rôles à bord. Le personnel naval ne se limitait plus aux rameurs et aux soldats, mais comprenait des artilleurs spécialisés, des ingénieurs et des officiers formés à la gestion technique des machines de guerre. Cette évolution a contribué à la transformation progressive des équipages, qui sont devenus des forces mieux organisées, plus efficaces et capables de s'adapter rapidement aux conditions changeantes du combat. À mesure que les galères laissaient place à des navires plus lourds, dotés de voiles et capables de naviguer plus longtemps, la logistique même des conflits en mer évoluait. Les approvisionnements, la maintenance et les stratégies de déploiement devaient prendre en compte une nouvelle réalité plus complexe et exigeante. Ces changements ont ensuite favorisé une meilleure intégration entre les forces navales et terrestres lors des campagnes militaires, puisque le contrôle des mers devenait un enjeu central dans le pouvoir politique. En outre, l'influence de Lépante s'étendait bien au-delà des aspects techniques. L'impact culturel et symbolique de cette victoire a renforcé la volonté des puissances chrétiennes de continuer à investir dans leur flotte. Cet enthousiasme a accéléré les programmes de construction navale dans plusieurs ports européens majeurs,
rendant la Méditerranée progressivement plus sûre pour le commerce et les voyageurs. Ce contexte a aussi favorisé les innovations dans le domaine des cartes maritimes et de la navigation, contribuant à la future expansion des Européens vers d'autres continents. En somme, la bataille de Lépante ne se limite pas à un simple événement militaire. Elle constitue un moment clé qui a transformé la pensée stratégique et la technologie navale à une époque charnière. Les évolutions qu'elle a engendrées ont posé les bases d'orientations nouvelles, mêlant puissance offensive et navigation maîtrisée, et préparant ainsi le terrain à l'âge des grandes découvertes et des empires coloniaux. Cette période d'innovation n'a pas été sans défi, car les nouvelles constructions exigeaient des compétences accrues et des ressources importantes. Cependant, la réussite de la coalition chrétienne a démontré que l'adaptation et la modernisation étaient indispensables pour maintenir la supériorité sur mer. Les enseignements de Lépante ont donc eu une portée considérable, inspirant les générations suivantes dans l'art naval et contribuant à modeler les rapports de force en Méditerranée pendant plusieurs décennies. La bataille illustre ainsi un moment où le progrès technique rencontre la stratégie militaire, révélant comment une seule confrontation peut transformer en profondeur les méthodes de guerre. Elle rappelle aussi que les innovations se nourrissent souvent d'observations critiques des faiblesses de l'adversaire, stimulant les améliorations et générant des avancées durables dans le domaine militaire. Enfin, l'héritage de Lépante s'inscrit également dans une logique d'interdépendance entre nations, où la compétition navale encourage la diffusion rapide de nouvelles technologies. Cette dynamique a favorisé une sorte de course à l'armement maritime, incitant les puissances à développer des principes de construction et d'organisation toujours plus adaptés à la réalité du combat naval, faisant de cette bataille un jalon fondamental dans l'histoire militaire et technologique européenne. Au fil du temps, les transformations engendrées ont préparé le terrain pour les batailles suivantes et la redéfinition des ambitions maritimes. La mémoire de Lépante a ainsi souvent été évoquée comme un symbole du changement inéluctable que l'histoire impose aux armées de mer et à leurs techniques. C'est en comprenant ces évolutions que l'on peut saisir l'importance profonde de cet affrontement pour l'histoire navale. Cette réflexion ouvre la voie à l'exploration plus approfondie des conséquences politiques et stratégiques qui ont suivi immédiatement cette grande confrontation, examinant comment le choc de Lépante a influencé le cours des relations internationales en Méditerranée. Mythes et interprétations historiques. Les récits entourant la bataille de Lépante ont donné naissance à une série de mythes qui ont souvent modifié la perception historique de cet événement clé de la fin du XVIe siècle. La bataille, qui s'est déroulée en 1571, oppose une coalition chrétienne à la flotte ottomane dans une confrontation décisive en Méditerranée. Bien que les faits soient clairement établis, les interprétations se sont souvent enrichies d'éléments légendaires, alimentant la mémoire collective au fil des siècles. Il est essentiel, pour comprendre pleinement cette bataille, d'en distinguer le vécu historique précis des constructions narratives qui l'ont accompagnée. Le premier mythe notable concerne la nature quasi divine de la victoire chrétienne. Il fut souvent présenté comme un triomphe providentiel, attribué à une intervention surnaturelle plutôt qu'aux habiletés stratégiques ou au courage des combattants. Cette vision simplifie une réalité complexe où se mêlaient choix tactiques, innovation navale et coopération internationale. L'idée d'une victoire miraculeuse résulte en partie des récits postérieurs, notamment ceux inspirés par la figure de Don Juan d'Autriche, commandant des forces chrétiennes, dont la réputation héroïque fut amplifiée afin de renforcer le moral et l'unité des États chrétiens alors en lutte avec l'Empire ottoman. Un autre aspect souvent évoqué dans les légendes autour de Lépante est la représentation de la bataille comme un choc entre le christianisme et l'islam. Bien que ce cadre religieux corresponde à certains enjeux contemporains, il gomme la complexité politique et économique réelle des relations entre les deux blocs. La bataille s'inscrit dans un contexte où le contrôle des routes commerciales maritimes était également un facteur capital. De ce point de vue, le conflit est aussi un affrontement pour la domination économique en Méditerranée. Les motivations des protagonistes,
tout en étant influencée par des considérations religieuses, était aussi profondément ancrée dans des intérêts matériels et stratégiques. L'importance accordée à la bataille dans les récits européens découle aussi de son efficacité symbolique. Lépante est souvent considérée comme un tournant dans la lutte contre l'expansion ottomane, marquant la fin durable de la suprématie turque sur les mers. Or, cette perception doit être nuancée. Bien que la victoire ait ralenti l'offensive ottomane, celle-ci ne prit pas fin immédiatement. Le combat naval réduisit effectivement la présence ottomane dans certaines zones, mais les échanges et affrontements se prolongèrent, témoignant d'une compétition maritime continue. La force de Lépante réside donc autant dans son aspect symbolique que dans ses répercussions concrètes à court terme. La bataille s'inscrit dans une tradition maritime, où l'affrontement entre galères favorisait des stratégies spécifiques. L'armement, la manœuvrabilité des navires ainsi que la coordination entre les différentes flottes jouèrent un rôle décisif. La fusion des forces provenant de plusieurs royaumes européens créa un commandement unifié, un exploit politique autant que militaire. Ce rassemblement compliqué dépassa largement une simple coalition temporaire. Il témoigne de la capacité des États chrétiens à surmonter leurs divisions face à une menace commune. Cette alliance fut néanmoins fragile et difficile à maintenir au-delà de l'urgence immédiate de la bataille. Les documents historiques contemporains à l'événement constituent une source précieuse pour démêler les faits des fictions. Journaux de bord, correspondances officielles et rapports stratégiques révèlent souvent des détails en contradiction avec les versions populaires. Par exemple, la durée exacte des combats, les chiffres des pertes estimées ou les manœuvres précises engagées sont souvent déformés dans la mémoire collective. L'analyse rigoureuse de ces sources permet de recréer une image plus fidèle de la bataille, tout en montrant combien la construction mythique s'est appuyée sur une part de vérité amplifiée et transformée. Certains récits attribuent également à Lépante une influence durable sur la culture européenne, notamment à travers la littérature et la musique. Des œuvres célèbres s'inspirent de cet épisode, amplifiant sa portée symbolique. Cette résonance culturelle a contribué à figer dans l'imaginaire collectif une vision épique et dramatique, parfois en décalage avec la réalité. L'impact de ces représentations est notable, car elles participent à la transmission de l'histoire, montrant comment l'événement a dépassé son cadre militaire pour devenir une référence culturelle majeure. La place de la bataille de Lépante dans la historiographie est également l'objet de débats. Certains historiens l'aperçoivent comme un événement crucial, tandis que d'autres insistent sur le caractère graduel des évolutions géopolitiques en Méditerranée, où Lépante ne fut qu'un épisode parmi d'autres. Cette divergence souligne la difficulté de juger l'importance d'un événement isolé dans un contexte historique complexe et mouvant. Elle invite à adopter une lecture nuancée, intégrant les facteurs politiques, économiques et sociaux qui ont façonné la période. Enfin, la mémoire de Lépante illustre le rôle des mythes dans la construction de l'identité collective. Loin de se limiter à une simple bataille, Lépante devient un symbole de résistance, de coopération internationale et de lutte contre un ennemi perçu comme menaçant. Cette dimension identitaire s'est traduite par la célébration de l'événement dans plusieurs pays, souvent ajustée selon les besoins nationaux. La confrontation entre vérité historique et mythologie populaire s'avère ainsi exemplaire des mécanismes par lesquels les sociétés se réapproprient leur passé. Dans cette perspective, il apparaît que l'étude de la bataille de Lépante, au-delà de son importance militaire, offre un terrain d'observation privilégié des processus historiographiques et mémoriels. La confrontation entre les récits, parfois contradictoires, invite à respecter la complexité des événements tout en reconnaissant l'impact qu'ils ont sur les consciences. Ce regard équilibré permet de mieux comprendre non seulement la réalité de la bataille, mais aussi son influence durable sur la manière dont les sociétés européennes ont conçu leur histoire. Ainsi, le passage à l'étude des conséquences immédiates de Lépante semble tout indiquer pour dévoiler le prolongement des transformations qu'elle a engagées.
héritage culturel et mémoire de la bataille. La bataille de Lépante, survenue en 1571, ne fut pas seulement un tournant militaire majeur. Elle est devenue un point de référence profond dans la mémoire collective des nations impliquées et un sujet d'inspiration puissant dans les domaines artistiques et littéraires. Cette confrontation navale, qui mit fin à la suprématie ottomane sur la mer Méditerranée, a laissé une empreinte durable sur la culture européenne, exprimée à travers diverses formes d'expression. Les commémorations de la victoire chrétienne se manifestèrent rapidement par des représentations visuelles qui capturèrent l'ampleur et la signification de l'événement. Des peintures monumentales furent commandées dans les différentes cours d'Europe, contribuant à la construction d'un imaginaire collectif où les Lépante symbolisaient non seulement une prouesse militaire, mais aussi une défense des valeurs religieuses et politiques. Ces œuvres étaient souvent exposées dans des lieux publics ou privés, marquant ainsi la volonté de célébrer un moment d'unité et de résistance contre un adversaire perçu comme redoutable. Dans le domaine littéraire, l'écho de Lépante se fit entendre par des récits épiques et des poèmes qui cherchaient à rendre hommage aux combattants et à immortaliser leur bravoure. Les auteurs de l'époque adoptèrent un ton respectueux et mesuré, évitant les excès dramatiques pour souligner l'importance historique de la bataille. Cette production littéraire contribua à diffuser la mémoire de cette victoire à travers les classes sociales, de la noblesse aux populations plus larges, renforçant ainsi la cohésion culturelle autour de ce fait d'armes. L'impact de la bataille s'étendit également aux traditions culturelles et religieuses des pays victorieux. Des cérémonies annuelles furent instituées, parfois accompagnées de messes solennelles, pour rendre grâce et perpétuer le souvenir des sacrifices consentis. Ces pratiques témoignaient d'une volonté partagée de ne pas oublier l'importance de cet événement dans la formation et la préservation des identités nationales et confessionnelles à une époque où les enjeux géopolitiques étaient fortement imbriqués. Par ailleurs, l'étude historique de Lépante ne cessa de susciter un intérêt constant, alimenté par la richesse des sources disponibles et la complexité des alliances engagées dans cette bataille. Les historiens, dans leurs analyses, ont pu mettre en lumière les stratégies navales, les technologies employées, mais aussi les conséquences à long terme sur la géopolitique méditerranéenne. Ces recherches contribuent à maintenir vivante la mémoire de Lépante au-delà du simple récit événementiel, en faisant un sujet d'investigation académique systématique. Les représentations musicales furent aussi influencées par cet épisode historique. Des compositions instrumentales furent créées pour capturer l'esprit de la bataille et la solennité de la victoire. Ces œuvres, parfois entendues dans les cours royales ou les cérémonies officielles, participaient à la diffusion d'une image unifiée et sereine de la réussite. Elles renforçaient le lien entre les différentes formes artistiques, contribuant à un récit cohérent et partagé qui associait culture et histoire. Lépante s'inscrivit également dans la mémoire populaire à travers des légendes et récits transmis oralement, qui mêlaient faits historiques et éléments mythologiques. Ces traditions orales reflétaient la manière dont la société percevait et interprétait la victoire, souvent en soulignant des aspects héroïques ou miraculeux proprement ancrés dans le contexte de l'époque. Ces récits, malgré leur part de fiction, jouèrent un rôle significatif dans la construction identitaire des communautés concernées. Dans cette continuité, la bataille de Lépante a souvent été intégrée dans les curricula scolaires des pays européens, à travers des manuels d'histoire qui soulignaient son importance stratégique et symbolique. Son étude permet une meilleure compréhension des rapports de force en Méditerranée au XVIe siècle, des modes de guerre navale, ainsi que des dynamiques interculturelles entre l'Empire ottoman et les puissances chrétiennes. Cette pédagogie contribue à ce que la mémoire collective soit maintenue et enrichie par chaque génération nouvelle. Enfin, la portée culturelle et mémorielle de Lépante dépasse le cadre de son époque pour influencer des réflexions contemporaines sur les notions de défense collective, de coexistence des civilisations et de mémoire historique partagée.
La bataille est un témoignage de l'histoire complexe des relations en Méditerranée, invitant à une compréhension nuancée des conflits passés et de leurs répercussions dans le présent. Cette continuité historique prépare le terrain aux analyses plus approfondies qui suivront, explorant des dimensions complémentaires de cet héritage. Ainsi se dessine le lien essentiel entre événements militaires, expression culturelle et mémoire collective dans le cadre de la bataille de Lépante. Le récit de son souvenir à travers les siècles montre la puissance de l'histoire à façonner les identités et les perceptions, tout en offrant une matière riche pour une étude continue et réfléchie. Ce contexte prépare naturellement la transition vers les développements historiques et géopolitiques qui seront abordés dans la suite de notre exploration. Synthèse et perspective historique. La bataille de Lépante, livrée le 7 octobre 1571, représente une étape déterminante dans l'histoire maritime méditerranéenne. Cet affrontement majeur opposa la coalition chrétienne, formée notamment par la Sainte Ligue instituée sous l'égide du pape Pie V, aux forces navales ottomanes alors dominantes sur ces eaux. Le contexte de cette confrontation est profondément enraciné dans la rivalité séculaire pour le contrôle stratégique de la Méditerranée, où l'Empire ottoman étendait son influence depuis plusieurs décennies. En dépit de leur puissance navale consolidée, les Ottomans furent confrontés à une alliance soudée des États pontificaux, de l'Espagne, de Venise et de Gênes, qui visaient à contrer leur expansion. Ce conflit naval s'inscrit dans une série d'événements prompts à modifier l'équilibre politique et militaire en Europe du Sud. La flotte chrétienne, composée d'environ 280 galères, fut dirigée par le légat Marc-Antonio Colonna, tandis que la flotte ottomane, plus nombreuse, comptait près de 360 galères sous le commandement d'Ali Pacha. La confrontation ne fut pas seulement une bataille entre navires, mais aussi une lutte pour le prestige et la suprématie maritime. Le succès de la Sainte Ligue fut rendu possible grâce à une coordination rigoureuse, une discipline stricte et une supériorité en artillerie, notamment capitalisée par les cuirassiers chargés des canons. La taille et la composition des flottes reflètent les efforts considérables engagés par les puissances européennes pour contrer la menace ottomane. Chaque galère, embarcation longue et étroite propulsée à la rame et à la voile, était manœuvrée par des équipages expérimentés composés de soldats, mais aussi de rameurs souvent recrutés parmi des populations soumises. La bataille, aux dimensions colossales pour son époque, comporte des dynamiques complexes liées à la tactique navale. Le jeu entre manœuvres de contournement, collisions contrôlées et échanges d'artillerie en mouvement illustre la maîtrise technique développée des deux camps. Le résultat de la bataille fut une victoire claire et décisive pour la coalition chrétienne, marquant un tournant durable dans la confrontation entre l'Empire ottoman et les puissances européennes. Cette victoire mit un frein à l'expansion ottomane en Méditerranée occidentale et assura la sécurité des routes maritimes commerciales, vitale pour les économies des États impliqués. Sur le plan politique, cette défaite affaiblit la position d'Istanbul, contribuant à ralentir la progression ottomane vers l'Europe centrale. L'impact de Lépante fut également symbolique, renforçant la confiance des États chrétiens en leur capacité de résistance face à un adversaire perçu jusque-là comme quasiment invincible. Par ailleurs, au-delà de son impact militaire immédiat, la bataille de Lépante eut plusieurs répercussions culturelles et religieuses. Elle fut célébrée dans les arts et la littérature, soulignant la dimension identitaire et morale du combat entre la chrétienté et l'islam au cours du XVIe siècle. Les victoires maritimes prennent une résonance particulière car elles représentent aussi une défense de traditions, de valeurs religieuses et d'intérêts économiques qui fondent les sociétés européennes. La mémoire de cette bataille fut perpétuée à travers diverses œuvres, contribuant à façonner une conscience collective autour de la Méditerranée. Analyser cette bataille permet également de comprendre les innovations dans la guerre navale de l'époque. L'utilisation accrue de l'artillerie à bord des galères passa d'un rôle secondaire à une fonction prépondérante dans les affrontements. Les navires plus rapides et maniables, dotés de canons puissants, témoignent d'un changement de paradigme où la supériorité technologique devient déterminante.
Les tactiques employées à Lépante influencèrent les conflits navals futurs, consolidant l'importance d'une flotte bien équipée et coordonnée. Ces éléments s'inscrivent dans une évolution plus large de la stratégie militaire européenne. Sur le plan diplomatique, la réussite de la Sainte Ligue à Lépante témoignait aussi de la capacité d'alliances internationales à s'organiser face à une menace commune. Ce regroupement d'États aux intérêts variés autour d'un objectif partagé offre un exemple précoce de coopération multilatérale. Cependant, cette union fut fragile et souvent remise en cause par des rivalités internes. Les conséquences à long terme montrèrent que, pour empêcher de nouvelles avancées ottomanes, la coordination entre puissances européennes devait s'inscrire dans une politique réfléchie au-delà des intérêts ponctuels. La bataille de Lépante s'inscrit ainsi dans la dynamique complexe des conflits européens et méditerranéens de la période moderne. Elle est le reflet d'un monde en pleine mutation, où le pouvoir maritime redevient un enjeu majeur de la politique internationale. En limitant l'influence turque sur les mers occidentales, elle ouvre la voie à la domination progressive des puissances européennes, notamment espagnoles et vénitiennes, dans cette région stratégique. Cet épisode marque aussi le début d'une relative stabilité qui permettra par la suite le développement économique et culturel de la Méditerranée. Enfin, la compréhension des événements de Lépante invite à considérer la longue durée de l'histoire des relations entre civilisations. La confrontation entre les empires ottomans et européens illustre les mécanismes de puissance, d'adaptation et de résistance qui traverseraient les siècles. Cette bataille, même si elle n'a pas mis un terme définitif aux ambitions ottomanes, reste un jalon majeur dans la redéfinition des rapports de force en Méditerranée. Elle incite à réfléchir sur les facteurs qui conditionnent la réussite d'une coalition face à une menace globale et sur le rôle des innovations militaires dans ces processus. Cette synthèse des éléments abordés souligne l'importance durable que revêt la bataille de Lépante pour l'histoire maritime et politique européenne. Elle confirme que cet événement est bien plus qu'une simple confrontation militaire, mais un moment charnière où se jouent des enjeux stratégiques, économiques et culturels. L'étude approfondie de cette bataille permet d'enrichir la compréhension des mutations qui ont façonné le visage de l'Europe moderne. La transition vers une époque nouvelle, marquée par des rapports de force renouvelés, trouve en Lépante un point d'ancrage essentiel. Cette réflexion prépare l'exploration des évolutions postérieures qui continueront de transformer l'équilibre en Méditerranée et au-delà.